Le bois d'acajou poli de la table de conférence était aussi froid qu'une dalle de morgue sous mes mains, un contraste saisissant avec la colère silencieuse qui montait dans ma poitrine. Entre nous se trouvaient les armes de cette guerre, un épais dossier juridique et une photographie d'une clarté accablante. Mon avocat, Marc Torrent, un homme dont les costumes sur mesure étaient aussi affûtés que ses contre-interrogatoires, se pencha en avant. Son expression n'était pas empreinte de pitié, mais d'une prudence professionnelle que je respectais. Sarah, une fois ce dossier déposé, il n'y aura pas de retour en arrière, dit-il. Sa voix un murmure grave. La requête de gel des actifs est inattaquable, mais les représailles seront immédiates et sévères. Es-tu absolument certaine? Je laissai la question flotter dans l'air stérile un instant. Ma réponse ne fut pas verbale. Je plongeai la main dans mon attaché-case et en sortis une petite pochette en cuir contenant ma véritable identité. Je posai mon insigne de détective sur la table. Sa finition dorée brillait à côté de l'image brillante de la trahison de mon père. Ce n'était pas qu'un simple morceau de métal. C'était une promesse que j'allais tenir, le détruire. Cette promesse avait commencé à se former 2 jours plus tôt. Après mon retour d'une opération d'infiltration de 3 semaines, j'étais vidée, émotionnellement épuisée, et tout ce que je désirais était le réconfort tranquille de la présence de ma mère. Je m'introduisis dans la vaste maison silencieuse qui ressemblait plus à un musée qu'à un foyer. Je la trouvai dans la salle de bain principale, une pièce carrelée de marbre et remplie de parfums coûteux. Ma mère, Éléonore, une femme qui portait son élégance comme une armure, appliquait frénétiquement du correcteur sur une échymose sombre et laide qui s'épanouissait sur sa pommette. Elle sursauta en me voyant, son sourire aussi fragile que du verre filé. « Chérie, tu es rentrée », gazouilla-t-elle, avec une fausse gaieté qui me poignarda en plein cœur. Je me suis cognée contre une porte, tu peux le croire. Quelle maladresse! Le mensonge flottait dans l'air, épais et étouffant. Je vis la vérité dans ses yeux hantés, une histoire que le maquillage coûteux ne pouvait dissimuler. C'était la porte, tout comme l'escalier glissant à Noël dernier ou la chute près de la piscine, il y a 2 étés. Toute une vie d'excuses enregistrées dans mon registre interne. Alors que j'étais là, tiraillée entre l'envie de hurler et celle de rester calme pour elle, mon téléphone vibra. Une notification, une brève évasion dans la vie normale de quelqu'un d'autre. Je l'ouvris et mon monde bascula. L'écran s'illumina d'une vidéo en haute définition baignée de soleil. Il y avait mon père, Richard Jensen, un magnat de l'immobilier charismatique et impitoyable. Rien sans le moindre souci sur le pont d'un yacht, il avait un bras enroulé autour d'une femme 2 fois plus jeune que lui, sa maîtresse, et portait un toast à la caméra avec une flûte de champagne. Le son de son rire tonitruant était une violation physique, la cruauté publique et désinvolte de la scène. Sa joie sans retenue, juxtaposée à la honte secrète de ma mère, fut un choc. À cet instant, quelque chose en moi ne se brisa pas. Il se forgea en acier, il riaille, célébrant son pouvoir, tandis que ma mère cachait les preuves de sa cruauté. Il croyait que son argent et ses avocats le rendaient intouchable, mais il avait oublié une chose. Mes preuves ne sont pas présentées à un conseil d'administration, elles sont présentées à un grand jury. Pour comprendre l'affaire que je m'apprêtais à construire, il faut comprendre les 2 familles auxquelles j'appartenais. L'une était ma famille de naissance, une cage dorée bâtie sur la performance et l'apparence. L'autre était la famille que j'avais choisie, ou peut-être celle qui m'avait choisie, un monde construit sur les faits, l'épreuve et la quête incessante de la vérité. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais maintenu un mur entre ces 2 mondes. C'était le seul moyen de survivre au choc constant et écrasant d'être 2 personnes totalement différentes. À la maison, j'étais une déception. Au travail, j'étais l'une des détectives les plus respectées de l'unité des crimes organisés et de la corruption. Le souvenir qui explique le mieux cette dualité remonte à un dîner de famille. Il y a environ 1 an, mon père présidait à la tête de notre table de salle à manger, ridiculement longue, un verre de vin rouge millésimé à la main. Il était dans son élément, vantant un nouveau projet de gratte-ciel, un monument à son propre ego. J'étais à ma place habituelle, silencieuse et observatrice, essayant de me faire la plus petite possible, mais il trouvait toujours un moyen de braquer son projecteur sur moi. Et ce n'était jamais flatteur. « Et Sarah ?» annonça-t-il à la tablée, un sourire suffisant sur le visage, toujours à courir après les voleurs de sacs à main. « Ma chérie, il adorait faire ça. Il m'avait donné un surnom rabaissant,
l'agent Jenny, et il l'utilisait chaque fois qu'il voulait me rappeler à quel point ma carrière comptait peu dans son monde de transactions milliardaires. Je te le répète, continua-t-il en agitant son verre, il y a un poste confortable en sécurité d'entreprise qui t'attend quand tu en auras marre de jouer à faire semblant. Je pris une lente inspiration, mes jointures blanchissant autour de ma fourchette. Cette semaine-là, mon équipe et moi avions conclu une affaire complexe de fraude de plusieurs millions d'euros, qui avait nécessité 6 mois de nuits blanches et de travail méticuleux. Je venais de recevoir une distinction départementale pour cela. Pendant un instant insensé, je pensais que peut-être, cette réussite serait assez importante pour qu'il la reconnaisse enfin. En fait, dis-je, la voix stable, j'ai reçu une distinction pour avoir résolu l'affaire de fraude de l'entreprise Sterling. Il s'arrêta, prit une gorgée de vin et me regarda avec une expression d'amusement ennuyé. C'était le regard qui me brisait toujours un peu le cœur. C'est gentil, dit-il, les mots dégoulinants de condescendance. Il se tourna ensuite vers le reste de la table comme si je n'avais rien dit. Ça vient avec une augmentation, lança-t-il par-dessus son épaule, ou juste un autocollant doré. Le rire qui suivit était comme de l'acide. Je cherchais du soutien auprès de ma mère, mais elle continua son devoir silencieux de garder son verre de vin rempli. Son silence était sa plus grande arme contre moi. C'était l'approbation de sa cruauté, la confirmation que j'étais complètement, totalement seule. Plus tard ce soir-là, je la trouvai dans la cuisine, arrangeant des fleurs. J'essayais de lui parler, de lui faire comprendre à quel point cela faisait mal. « Tu sais comment est ton père » murmura-t-elle, refusant de croiser mon regard. « Il est juste sous beaucoup de pression. Chérie, son monde est tellement plus grand, tellement plus complexe. Il ne comprend pas ta passion. C'est tout. » Chaque excuse qu'elle faisait était une nouvelle brique dans le mur entre nous. Ce n'était pas qu'il ne comprenait pas, c'était qu'il s'en fichait. Et son refus de le voir était une trahison qui coupait plus profondément que n'importe laquelle de ses insultes. Je quittais cette maison en me sentant comme un fantôme, ma plus grande réussite réduite à une blague. Le lendemain matin, j'entrais dans une salle de briefing à l'aube qui sentait le café éventé et l'adrénaline. C'était mon vrai monde. 12 des détectives et officiers tactiques les plus aguerris de la ville étaient là, leurs yeux sur moi. Je me tenais devant un tableau intelligent, son écran affichant un diagramme complexe de sociétés écrans et de comptes offshore, un nid de freelance de corruption financière. Il n'y avait pas de condescendance ici. Il n'y avait que de la concentration. Il n'y avait que la mission. Ma voix était claire et confiante. Celle d'une femme qui savait exactement qui elle était et de quoi elle était capable. L'écoute du directeur financier l'a confirmé, déclarai-je. Pointant un nœud-clé du diagramme, ils utilisent le contrat municipal comme un conduit pour l'opération de blanchiment. Le chemin de l'argent est clair, et nous avons assez pour un chef d'accusation RICO. La confiscation des actifs sera notre levier principal ici. Je scrutais les visages de mon équipe. Ils étaient avec moi. Ils me faisaient confiance. Les mandats sont signés, conclus-je. Nous intervenons sur le lieu principal à 5 heures du matin. Depuis le fond de la pièce, mon officier supérieur, la capitaine Eva Rostova, une vétérane redoutable qui avait tout vu et n'était impressionnée par rien, hocha la tête une fois, sèchement. Elle n'avait pas besoin d'un long discours. Elle voyait mon travail, elle connaissait mes résultats, et elle croyait en moi. À toi de jouer. Jensen, dit-elle, sa voix pleine de gravier et de confiance absolue. Fais-les tomber. C'était tout. Ces 5 mots étaient plus de validation que mon propre père ne m'en avait donné en 30 ans. Dans cette pièce, je n'étais pas l'agent Jenny. J'étais la détective Jensen. J'étais celle qui voyait les schémas que personne d'autre ne pouvait voir. Celle qui reliait les points. Celle à qui il faisait confiance pour les mener au feu. Le respect dans cette pièce était palpable. Il était mérité. Et il était réel. C'était l'antithèse complète du monde creux et performatif que mon père s'était construit. Pendant des années, j'avais gardé mes 2 mondes séparés pour maintenir la paix. Mais sa guerre était enfin arrivée à la porte de ma mère. Il ne respectait que le langage du pouvoir et des conséquences. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de lui parler dans la seule langue qu'il comprendrait vraiment. La rage que je ressentis en voyant cette vidéo était un incendie. Mais les incendies s'éteignent. Ce qui restait à sa place était bien plus dangereux. Un objectif froid, clair et méthodique. Mes objectifs s'étaient désormais parfaitement alignés, suivant 2 voies parallèles qui, je le savais, convergeraient avec une force dévastatrice. La première voie était civile, sortir ma mère, sécuriser son avenir.
et le dépouiller des actifs qu'il utilisait comme bouclier. La seconde voie était pénale, le tenir responsable des crimes que j'avais toujours soupçonnés. En utilisant sa propre corruption comme arme contre lui, je commençais par l'affaire civile. Lors d'une réunion avec mon avocat, Marc, je n'étais pas seulement une fille en deuil, j'étais son enquêtrice principale. Il était expert en droit du divorce. Mais j'étais experte en mon père. J'étalais une série de notes sur sa table de conférence. Ne demandez pas seulement ses déclarations fiscales, dis-je à Marc. La voix posée. Il a des équipes de comptables pour cacher des choses de cela dedans. Il faut aller plus loin. Assigner les manifestes de vol de son jet privé et les documents de constitution de toutes les LLC offshore qu'il a établies ces 5 dernières années. Je fis glisser la photo du yacht sur la table et obtenais l'accord d'achat pour celui-ci. Son ego est sa plus grande vulnérabilité. Il met tout par écrit, pensant que personne n'est assez intelligent pour le trouver. Pendant que Marc commençait à rédiger les assignations qui serviraient de bélier, je me lançais sur la voie pénale. Cette photo du yacht n'était pas seulement une preuve d'infidélité pour moi, c'était une piste. De retour au commissariat, j'utilisais mes accréditations pour accéder au registre maritime international. L'enregistrement du yacht menait initialement à une société écran aux îles Caïmans, mais c'est ma spécialité, démêler les jeux d'écran. Il me fallut 2 jours de recherche dans les bases de données financières, mais je trouvai le lien. La société était financée par un virement massif d'un entrepreneur qui, quelques semaines plus tôt, avait obtenu une dérogation de zonage municipal de plusieurs millions d'euros, approuvée par un comité que mon père avait personnellement influencé. C'était le fil, celui que j'avais toujours su être là. Ce n'était plus seulement la douleur d'une fille, c'était une détective avec une cause probable. J'apportais mes premières conclusions à la capitaine Rostova pour maintenir l'intégrité de l'affaire. Je devais être prudente. J'exposais le lien entre l'entrepreneur et l'accord de zonage suspect, présentant l'information comme venant d'un nouvel informateur confidentiel hautement fiable. Elle m'écouta attentivement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Elle pouvait probablement sentir le courant personnel sous la surface professionnelle, mais c'était une femme qui faisait confiance à mes instincts. Avant tout, quand j'eus fini, elle hocha simplement la tête. « Gère ça, Jensen, dit-elle. La voix ferme, construis le dossier, fais-le tenir. » C'était le seul feu vert dont j'avais besoin. Mon père reçut la première série de notifications légales de Marc Ericana, qualifiant cela de chantage émotionnel. Il riposta avec son équipe d'avocats d'entreprise agressifs. Il pensait se préparer à un divorce compliqué. Il n'avait aucune idée qu'il était la cible principale d'une enquête fédérale pour corruption. La salle de déposition fut choisie sur son terrain, une salle de conférence stérile au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, tout en verre et acier, conçu pour intimider. C'était un monde de tons feutrés et de costumes à 1 000 €. Le genre d'endroit où mon père avait toujours écrit les règles. Il fit son entrée, flanqué de 2 des avocats d'entreprise les plus chers de la ville, rayonnant d'une confiance arrogante qui lui était naturelle. Il souriait. Un prédateur entrant dans ce qu'il croyait être son propre repère. Il nous lança un sourire narquois, un regard qui me rejetait comme insignifiante et ma mère comme un inconvénient temporaire. Ma mère, assise à côté de moi, était pâle. Ses mains étaient serrées dans son giron, mais son dos était droit. Elle était terrifiée, mais résolue. Moi, en revanche, je ne ressentais qu'un calme profond et troublant. La tempête était terminée. C'était le moment du jugement. Marc commença la procédure. Sa voix empreinte d'une courtoisie professionnelle. Il débuta par les bases, posant des questions routinières sur les actifs déclarés, les portefeuilles d'actions et les propriétés immobilières. Mon père s'adossa à sa chaise, l'image même de la condescendance détendue. Il mentait avec la facilité désinvolte d'un homme qu'il avait fait toute sa vie, niant l'existence de comptes offshore et éludant les questions sur des cadeaux extravagants avec une aisance rodée. Ses avocats intervenaient occasionnellement avec une objection procédurale, mais la plupart du temps, il restait assis, confiant que tout cela n'était qu'un prélude à une négociation de règlement. Je restais silencieuse, l'observant, le laissant construire sa propre cage, mensonge après mensonge. Puis Marc aborda le yacht. « Le bateau sur lequel votre client a été photographié le week-end du 10 mai ?» demanda-t-il. Son ton inchangé. Mon père éclata de rire. « Ah oui, ça !» dit-il, balayant la question d'un geste de la main. « Un magnifique bateau.
C'était une location ponctuelle pour un événement d'entreprise, une dépense professionnelle. Il me regarda directement en disant cela, une lueur de victoire cruelle dans les yeux. Il pensait être intouchable, que sa version de la réalité était la seule qui comptait. Il était à l'aise dans les zones grises. Dans le monde de la dénégation plausible, il n'avait aucune idée que j'opérais dans un monde de noir et blanc, de preuves. Marc s'arrêta, croisa mon regard une fraction de seconde, puis fit un hochement de tête presque imperceptible. C'était à mon tour. Je me penchai en avant, le cuir de ma chaise grinçant doucement dans la pièce silencieuse. Je posai un dossier fin, d'apparence officielle. Sur la table polie, le bruit qu'il fit, un bruit sourd et définitif, attira tous les regards. Je parlais pour la première fois, et le son de ma voix, calme, autoritaire, sembla changer la pression de l'air dans la pièce. Monsieur Jensen, commençai-je, utilisant son nom formel, un nom que je n'avais jamais utilisé auparavant. Parlons du yacht, le serpent de mer. Il n'a pas été loué. Il a été acheté le 4 mai par une LLC des îles Caïmans, financée par un virement d'un entrepreneur qui, une semaine plus tard, a obtenu une dérogation de zonage pour votre projet de tour au centre-ville. Un silence soudain, marqué par l'inspiration brusque d'un des avocats, fut le seul son. Le sourire de mon père vacilla. La confusion assombrissant s'estreite. Son avocat principal, un homme à la carrure de bulldog, retrouva enfin sa voix et se leva d'un bond. Objection. C'est une déposition de divorce. Pas une enquête criminelle, t'en a-t-il? Pointant un doigt sur moi, c'est totalement inapproprié. Qui pensez-vous être? La question flottait dans l'air. La question qu'il m'avait posée toute ma vie avec ses regards dédaigneux et ses surnoms condescendants. J'ouvris lentement le dossier devant moi. La première page était un mandat fédéral. Ma signature clairement visible en bas. Je plongeai la main dans ma veste, sortis mon insigne doré de détective et le fis glisser sur l'immense espace vide de la table. Il tourna une fois, un éclat doré sous l'éclairage encastré, avant de s'arrêter juste devant mon père. « Je suis la détective Sarah Jensen », dis-je, ma voix aussi froide et dure que l'insigne lui-même, enquêtrice principale pour le groupe de travail conjoint FBI NYPD sur la corruption publique. Je regardais au-delà de lui, vers son avocate abasourdi. Et les non-réponses de votre client viennent de devenir des omissions matérielles face à un agent fédéral. Cette déposition est terminée. Je verrouillai ensuite mes yeux sur ceux de mon père, mais mon interrogatoire criminel ne fait que commencer. La couleur quitta son visage. Ce fut instantané et absolu, comme si un interrupteur avait été actionné. Le sourire arrogant, la posture confiante, la lueur cruelle dans ses yeux. Tout disparut, remplacé par un masque de terreur pure et sans mélange. Il fixa l'insigne, puis ses yeux se levèrent vers mon visage, et je pouvais le voir. Je pouvais voir le moment où il me vit enfin. Pas sa file décevante, pas l'agent Jenny jouant à faire semblant. Il vit l'architecte de sa ruine, tout son pouvoir, tout son argent, tous ses avocats. Ils étaient inutiles. Son arrogance ne se fissura pas simplement. Elle se brisa en 1 million de morceaux, laissant derrière un vieil homme vidé. Enfin, véritablement effrayé, il chercha du secours auprès de ses avocats. Mais ils étaient pâles, sans voix, me fixant comme si je venais de me métamorphoser en un être différent sous leurs yeux. Le pouvoir dans la pièce n'avait pas seulement changé, il avait été complètement et irrévocablement conquis. Toute ma vie, il avait été l'homme le plus puissant dans chaque pièce où il entrait. Mais dans cette pièce, ce jour-là, il n'était ni PDG ni magnat. Il était juste un suspect, et j'étais la loi. Dans les moments qui suivirent, les avocats coûteux dont mon père s'était entouré furent réduits à un chaos chuchotant et frénétique. Ils s'agitèrent avec des papiers et des téléphones, essayant de formuler une stratégie là où il n'en existait aucune. Mon père lui-même ne dit rien, il restait assis là, un homme vidé, fixant l'insigne doré sur la table, comme s'il s'agissait d'une bombe qui avait déjà explosé. Il ne me regarda plus. Je n'en avais pas besoin. Je me levai lentement, le raclement de ma chaise étant le seul bruit fort dans la pièce. Je m'approchai de ma mère, puis sa main, et la relevai doucement. Nous quittâmes cette pièce ensemble, laissant derrière nous le chaos silencieux et les ruines de son empire sans un seul regard en arrière. La porte se ferma avec un clic, et une vie de douleur fut enfin enfermée de l'autre côté, 8 mois plus tard. J'étais dans mon appartement après une longue garde, regardant les informations de fin de soirée. Un segment local passa, et je vis son visage,
Une photo de réservation fatiguée aiguise, un fantôme de l'homme puissant qu'il était autrefois. Le journaliste résuma l'affaire en termes stériles et objectifs. Richard Johnson avait plaidé coupable à des accusations fédérales de fraude électronique et de complot pour blanchiment d'argent. Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, il avait renoncé à des millions d'euros d'actifs à l'État et avait été condamné à 10 ans dans un établissement correctionnel fédéral. En regardant cela, je ne ressentis ni une vague de victoire ni une soif de vengeance assouvie. Je me sentais juste calme. C'était simplement la conclusion logique. Une équation avait été résolue, une affaire avait été close. La nouvelle vie de ma mère était là où se trouvait la véritable victoire. Je lui rendis visite un après-midi ensoleillé dans le petit centre d'art communautaire qu'elle avait ouvert au centre-ville. Un rêve de toujours qu'on avait toujours rejeté comme un passe-temps futile. Je la trouvai dans un atelier lumineux, ensoleillé, qui sentait la térébenthine et la peinture fraîche. Elle riait, ses mains couvertes de traînées de bleu cobalt et de jaune cadmium. Alors qu'elle aidait un étudiant avec sa toile, elle semblait avoir rajeuni de 10 ans, le regard fragile et hanté complètement disparu. Remplacée par une paix profonde et authentique, elle avait utilisé l'accord équitable de son divorce, l'argent qui lui était dû de droit, pour construire quelque chose de beau à partir des cendres. Elle créait, elle ne se contentait pas de survivre, elle était libre. Ma propre vie avait également trouvé un nouveau centre de gravité. Mon travail avait toujours été mon sanctuaire, mais maintenant c'était aussi mon héritage. Je me tenais dans mon nouveau bureau, plus grand, avec une vue sur la ville, et regardais la plaque fraîchement montée sur le mur. Elle indiquait lieutenant Sarah Jensen. La capitaine Rostova, désormais ma chef adjointe, entra et posa un dossier épais et lourd sur mon nouveau bureau. « Une grosse affaire pour vous, lieutenant, dit-elle, un petit sourire fier sur le visage. Un conseiller municipal. Une entreprise de construction et un fonds de pension vidé. Ils ont demandé notre meilleur élément. Je pris le dossier, le poids de la responsabilité me semblant un honneur, pas un fardeau. C'était ma famille, maintenant, mon but. Environ 1 mois plus tard, une lettre arriva à mon appartement. L'adresse de retour était celle d'une pénitentiaire fédérale. Elle venait de lui. Je me tenais dans ma cuisine et l'ouvris. Mon rythme cardiaque stable. La première ligne était tout ce que j'avais besoin de lire. Ce n'était pas une excuse, mais une accusation amère, pleine d'auto-apitoiement et de reproches pour avoir ruiné sa vie. J'arrêtai de lire. Je pensais que, peut-être, 1 an plus tôt, cette lettre m'aurait détruite. Cela aurait été le dernier coup de poignard cruel. Mais maintenant, ce n'était que du papier, sans cérémonie. Je me dirigeai vers la petite déchiqueteuse à côté de mon bureau et y insérai la lettre. Je tournai le dos au bruit furieux et gémissant pendant qu'elle faisait son travail, ma guérison ne dépendant plus de son reconnaissance ou de ses excuses. Mon père avait construit un empire pour se protéger des conséquences. J'avais utilisé la loi pour lui donner la seule chose qu'il ne pouvait plus se permettre, la vérité. Si vous avez déjà dû devenir le protecteur dont votre famille avait besoin, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, votre force est toujours reconnue.